Radioscopie. Radioscopie. Ici, le général Raoul Salan. Jacques Chancel. Général Raoul Salan, votre nom s'attache aux heures graves de la France. On sait votre passé de soldat, vos combats, vos réussites, vos échecs. Sous-lieutenant en 1919, vous avez participé alors, très précisément de 1920 à 1921, aux opérations du Levant où vous avez été grièvement blessé. Vous avez été ensuite chef du service des renseignements au ministère des colonies, nommé là par Georges Mandel. Puis, il y a eu 1940, 1942, vous êtes chef du 2e bureau de l'AOF à Dakar. En 1944, colonel, vous débarquez à l'île d'Elbe, puis en Provence, à la tête du 6e régiment de tirailleurs sénégalais. Et il y a ensuite l'Indochine. Vous devenez là commandant en chef des forces françaises, période difficile entre toutes. Mais c'est entre le 21 et le 25 avril 1961 que vous décidez vraiment de votre vie. Vous participez au coup d'État militaire d'Alger, vous êtes destitué, condamné à mort par contumace. Vous avez été le chef reconnu de l'OAS. Condamné à la réclusion perpétuelle, vous sortez de la prison de Tulle le 15 juin 1968, vous êtes amnistié. Alors ces 6 années de prison, général Salan, ont-elles fait de vous un autre homme? Car c'est l'homme qui m'intéresse aujourd'hui, plus que le soldat. Les années que j'ai passées en prison n'ont fait que me confirmer dans l'homme que j'étais, que j'avais toujours prouvé depuis ma plus tendre jeunesse. J'ai été élevé dans des conditions telles qu'on m'a appris que la France, c'était l'Empire français. Si bien que lorsque j'ai senti que cet empire allait nous échapper, qu'il allait disparaître, je me suis insurgé et c'est ainsi que je suis rentré en prison. Général Raoul Salan, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Ah, je ne regrette rien, au contraire, et je le referai. Tout ceci est conforme à l'état d'esprit de ma jeunesse, à l'état d'esprit que j'ai toujours imprimé à mes cadres. J'ai commandé beaucoup, comme vous venez de le dire. Ces hommes m'ont suivi, ils m'ont suivi partout. Pour beaucoup, nous les avons fait tuer en Indochine, nous les avons fait tuer en Algérie, mais c'était pour rester en Indochine, puisqu'à la tribune tout de même de l'Assemblée nationale, des députés en somme de grande qualité venaient nous dire « Nous sommes en Indochine, nous y resterons ». On nous a dit la même chose pour l'Algérie. On ne peut pas amener des hommes à la bataille, puis après les laisser. Vous vous considérez comme une victime? Nullement, je ne suis pas une victime. J'ai suivi ma voie toute droite. Cette voie, je n'ai pas réussi à garder l'Algérie et la France. Je le regrette. Ceci m'a valu d'être condamné d'abord à mort par contumace, puis d'aller en prison à la détention perpétuelle. Le 15 juin 1968, je suis sorti de prison, mais toujours la tête haute, comme j'y étais rentré. Avez-vous pensé que vous pourriez être fusillé? Oui, je l'ai pensé et je l'avais écrit. Et j'allais tout droit vers la mort. Je serais mort, je puis vous le dire, très dignement, comme je m'étais toujours comporté dans mon existence. Lorsqu'on fait un coup d'État, on s'assure de tout. Alors on peut penser qu'il y a eu une erreur. Quelle a été votre plus grande erreur? Personnellement, j'estime, moi, je n'ai pas commis d'erreur. Je suis obligé de revenir sur le putsch, dit le putsch des généraux. L'affaire se déclenche sur Alger. On ne veut pas de moi, je ne suis pas convié. Mais j'avais promis aux populations de l'Algérie que lorsqu'elles se trouveraient dans le malheur, je serais à leur côté, et c'est pour ça que je suis parti. Et partir de Madrid comme je suis parti n'était pas une affaire simple. J'ai eu la chance d'avoir un très grand pilote espagnol qui a même voulu prendre sur lui de me prendre un avion un beau dimanche matin et de me déposer sur le terrain d'Alger. Et par la suite de regagner lui l'Espagne. Je me suis donc trouvé avec les officiers généraux qui étaient à la tête du putsch. Je suis resté à leur côté. Mais lorsqu'il a été décidé de cesser le combat, moi je suis resté, parce que j'estimais que c'était mon devoir de rester. Avant de prendre la direction du putsch, est-ce que vous avez hésité? Je n'ai pas pris la direction du putsch. Le putsch, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas prise. Moi, j'ai pris la direction de l'Ouest. Le putsch, je n'ai pas hésité. Comme je viens de vous le dire, j'ai été entraîné normalement par tout mon passé, et puis parce que j'avais fait une promesse. Cette promesse, je désirais la tenir. Je pense que vous imaginez que si je ne l'avais pas tenu, on me considérait à l'heure actuelle comme un pauvre type. Je sais bien, on dit le général Salan est allé en prison. Pour moi, ça n'est pas une tare.
Aujourd'hui encore, vous vous considérez comme le chef de l'OAS. Vous estimez que cette armée peut exister? L'OAS est terminé. L'OAS est terminé avec la mort de nos camarades, avec nos prisons. Pour moi, l'OAS, nous n'en parlons plus, c'est terminé. Mais il reste tout de même que nous avons eu un geste, nous avons voulu aider l'Algérie à rester à côté de la France. Nous n'avons pas gagné, je le déplore. Vous avez fait quand même le pari d'une carrière. Ma carrière était terminée quand je me suis lancé dans la défense de l'Algérie, après le commandement que j'avais exercé. Parce que tout de même, en Algérie, après avoir été le commandant des forces interarmes de l'ensemble, j'ai été désigné par le général de Gaulle, le 6 juin 1958, comme délégué général et commandant en chef des forces. Et de ce fait, j'ai donc préparé toute une population, d'une part, à rester aux côtés de la France, parce que à ce moment-là, dans mon esprit, et le général de Gaulle tout de même me l'avait confirmé, dans mon esprit, l'Algérie c'était la France, il fallait y rester, sous une forme différente, je sais bien. Et c'est ce que j'ai toujours cherché à faire, j'ai toujours cherché à ramener les musulmans auprès de nous, parce que j'estime que dans ce pays où tout de même la majorité était musulmane, eu égard à l'évolution des esprits, qui s'est produite tout de même ces dernières années, de par les différentes guerres, auxquelles du reste ces hommes nord-africains avaient participé, et très brillamment à nos côtés, il y avait tout de même une éducation qui était déjà faite, et il y avait une indépendance à leur donner. Mais cette indépendance, il fallait la donner dans le calme. Il fallait leur donner tout de même le temps de pouvoir s'instruire suffisamment pour prendre les leviers de commande. Mais il restait bien entendu dans mon esprit que la France demeurait en Algérie. Non pas comme il n'y aurait plus de gouverneur général, c'est certain, mais il y aurait eu tout de même, à côté des responsables algériens, une représentation française efficace qui nous aurait permis de continuer sur un plan culturel, sur un plan économique, une vie normale, ce qui n'est plus, à l'heure actuelle, la vérité, c'est fini. Quelle catégorie vouliez-vous faire triompher, les Algériens ou les Algérois? C'est sur l'ensemble qu'il fallait. Alors là, il ne faut surtout pas essayer de faire de scission. Vous avez un ensemble Algérie française. L'Algérie française, prenons en gros, c'était les 3 départements, tels que nous les avons connus quand on nous apprenait à l'école primaire, Alger, Oran et Constantine. Et puis le sud, n'est-ce pas, algérien. Voilà ce qu'était l'Algérie pour nous. C'est tout un ensemble que nous avons essayé de promouvoir. Lorsque vous faites le bilan, Raoul Salan, vous vous apercevez que vous avez perdu l'Indochine et que vous avez perdu l'Algérie. Et on peut penser que lorsque vous êtes entré dans le putsch, vous avez voulu prendre une revanche. Alors non, il n'était pas question de revanche. Pour moi, on ne prend pas une revanche. Non, sur ce thème-là, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas possible, ça n'est pas censé. Je voulais essentiellement maintenir la France, parce que j'estime que c'était du reste pour le plus grand bien des populations. Je ne voulais pas qu'on les abandonnât, parce que quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle, vous savez, c'est pas brillant. J'ai perdu, d'accord, mais ce n'est pas moi qui ai perdu. Moi, je me suis battu en chef, en soldat que j'étais en Indochine. J'ai exécuté les ordres, comme je l'écris dans le tome 2 de mes mémoires, puisque c'est toute l'Indochine qui y passe. Là, c'est l'Indochine de 1946 à 1954. Nous n'avons, pour ainsi dire, jamais été aidés. Alors vous pouvez me dire, pourquoi n'êtes-vous pas partis? C'est parce que des hommes se battaient, se faisaient tuer, que je ne voulais pas les laisser. Parce que je suis un soldat d'origine, je me suis battu tout jeune aspirant en 1918, j'ai continué. Et je le dois, ceci, aux maîtres qui m'ont éduqué, et puis à l'école de Saint-Cyr, par où je suis passé. Dans ce 2e tome, vous dites le Viet Minh, mon adversaire. Et cet adversaire, vous le reconnaissez, et vous avez même de l'amitié pour lui. J'ai bien dit mon adversaire, je n'ai pas dit mon ennemi, parce que je le respecte. Je les ai connus, je vous assure, de très près. La lettre d'Ho Chi Minh est un document, c'est même un monument, je dirais. Un monument d'abord de français, du point de vue culture. Et puis lorsque me dit cet homme, mon général, restons amis, nous allons nous battre maintenant. Puisque c'est ainsi, et ce n'est pas de votre faute, mais restons amis. C'est énorme, ça, pour moi, tout de même. Mais il y a ce drame, voyez-vous, ce drame de la nuit du 19 décembre 1946. On ne pouvait plus, après s'entendre, il fallait se battre. Voilà, c'est ça qui est pénible. Vous pensez que, tant en Indochine qu'en Algérie, vous avez été abandonné? Nous n'avons pas été aidés par les gouvernements successifs. Je l'écris du reste et je le maintiens. Ils ne nous ont pas aidés. Mais par rapport à ce qui s'est passé à Alger, est-ce que, au départ, vous pensiez réussir? Ou au contraire, c'était une aventure folle? Sur Alger, ce n'était pas une aventure folle, mais je pensais que nous arriverions à intéresser la France et qu'on nous soutiendrait davantage qu'on nous a soutenus. Je reconnais devant ce micro que la France ne voulait plus de l'Algérie. C'est ce qui a été troublant pour nous et navrant, parce que nous étions seuls. Parce que lorsqu'on parle de l'OAS ou du putsch, lorsqu'on parle des gens qui étaient là, nous étions très peu nombreux, vous savez. Très très peu.
Si je fais le décompte un officier, nous étions peut-être une vingtaine maximum, et c'est tout, et encore. Général Raoul Salan, si vous aviez été vainqueur, qu'auriez-vous fait de la France? Ah, mais la France, c'était nous. Il n'était pas question de débarquer en France. Ça n'a jamais été dans mon esprit. On en a beaucoup parlé à une certaine époque. Avec quels moyens vouliez-vous d'abord qu'on le fît? Il faut bien voir les choses, nous n'avions rien. On en a parlé à l'époque du 13 mai, bien après le 13 mai, mais c'était pas sérieux. Quand on m'a apporté le fameux plan Résurrection, j'ai dit non. Non. Avec quels avions? Nous n'avions pas d'avion. Et puis pour pouvoir débarquer en France, fallait-il encore avoir un substratum, c'est-à-dire un ensemble de gens, soit des tours de contrôle à vous, on ne les avait pas. Tout de même, quand les avions arrivent, il faut les diriger sur un terrain. Et surtout, s'il y a du brouillard, ce qui était le cas à l'époque. Il y a des grèves qui auraient pu tout de suite se déclencher. Un débarquement en France ne m'avait pas paru possible et je n'y ai pas pensé à l'époque. Donc de l'Algérie Sur le moment. Ce n'est qu'après, lorsque le général de Gaulle a été légèrement inquiet de la situation avant qu'il ne soit investi, qu'il m'a été dit, à vous de jouer. À vous de jouer, ça voulait dire vous débarquez. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai refait sur place un plan. Un plan qui aurait permis de rentrer en France, le général de Gaulle étant à ce moment-là à nos côtés. De l'Algérie, vous vouliez faire un royaume à part? Ah non. Oh non, certainement pas, non. Non, d'abord, j'ai été élevé dans des conditions telles, moi, à l'école primaire. Bon, mon père était un vieux socialiste et c'est fiot, ça tout le monde le sait, on l'a assez dit. Bon, moi, je n'ai jamais fait de politique, mais j'ai été élevé dans une tradition française normale, quoi. Surtout par les gens d'avant-guerre 14-18, qui eux, alors, ont été les grands hommes de cette période, enfin, de la Grande Guerre, enfin, que tout le monde respecte à l'heure actuelle. On a souvent dit que vous étiez un général de gauche, et très, très fixé politiquement parlant. Alors, je n'ai jamais été fixé. On peut voir mon dossier. Vous savez que dans un dossier d'officier, quel qu'il soit, lorsqu'il y a des parlementaires qui sont intervenus pour l'aider, vous avez à la fin ce qu'on appelle, c'est évident, le papier du parlementaire. Bon, jamais, je puis vous assurer, jamais. Moi, j'ai eu mes citations parce que je me suis battu. Bon, j'ai été fait Grand Croix de la Légion d'honneur en 1952, ce qui était pour moi quelque chose d'exceptionnel. J'étais encore jeune général de corps d'armée. J'avais 53 ans, quoi. Et puis alors, j'ai été fait médaillé militaire en tant que commandant en chef. J'étais comblé, moi. Revenons à l'Algérie. Il fallait qu'elle fût indépendante. C'est indiscutable. Tôt ou tard, elle devait aller vers son indépendance. Mais cette Algérie, comment la voyez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous n'y sommes plus, en somme. Bon, je veux bien, nous avons une représentation diplomatique. Mais quand on voit d'abord ce qui s'est passé pour le pétrole, quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai encore eu des lettres, des personnes qui en reviennent, les cimetières qui ont été abîmés, ça n'est plus possible, ça n'est plus l'Algérie telle que nous l'avons connue. Parce que je puis vous dire une chose, c'est qu'au moment du référendum et au moment des élections, nous avions toute une population musulmane qui venait et qui était bougrement sympathique. Et il était dans tout son ensemble, et c'était tous les douars qui venaient vers nous. Nous avons eu là une très grande période. Général Raoul Salan, vous avez été remplacé à Alger par Delouvrier, et j'ai cette lettre du général de Gaulle à vous adresser. Il vous disait « Je vous rends de tout cœur ce témoignage que vous avez parfaitement bien servi et que vous m'avez aidé moi-même le mieux qu'il était possible. Je ne vous tiens pas seulement pour un féal de très grande qualité, mais pour mon compagnon, pour mon ami. » C'est une phrase qui vous fait plaisir? Lorsqu'elle m'a été écrite, j'ai pensé que le général de Gaulle me soutiendrait. Or, par la suite, il ne m'a plus soutenu. Cette lettre m'avait fait plaisir, c'est exact. Étant donné les termes, surtout, que vous venez d'employer, la lettre, je l'ai dans son manuscrit. Vous la regardez de temps en temps? Je regarde maintenant, puisque je vais écrire l'Algérie. Maintenant, je reviens sur une chose. Bon, j'estime que lorsque j'ai eu ce commandement en Algérie qui a duré 2 ans, nous étions arrivés petit à petit avec cette espèce d'osmose avec les musulmans, au fait que la France était chez elle, là, et qu'il n'était pas question de la mettre à la porte. Je puis dire que à l'issue de mon commandement, quand je quitte l'Algérie, le 19 décembre 1958, je laisse un pays qui tout de même est calme. Le FLN, quand même, à ce moment-là, avait été très touché. Général Raoul Salan, vous avez eu à souffrir du général de Gaulle, mais j'ai l'impression que vous gardez pour lui beaucoup d'estime. Le général de Gaulle, si vous voulez, je n'en parle pas, je ne le critique pas, je ne l'attaque pas. Cet homme a disparu. Je regrette simplement que, m'ayant dit que l'Algérie c'était la France, et il me l'a écrit, il n'ait pas eu de suite dans ses idées. Avez-vous perdu des amis dans cette affaire? Et avez-vous gardé l'honneur?
J'ai cru avoir perdu des amis à un moment donné, mais très vite je me suis rendu compte, étant donné le nombre de lettres que j'ai reçues en prison, je recevais à peu près de l'ordre de 15 à 20 lettres par jour en prison, de petites gens. Et tous, très gentiment, me disaient, mon général, nous sommes très près de vous. Je n'ai pas perdu l'honneur, moi. J'estime que le tribunal qui m'a condamné n'était pas valable. Un coup d'État par des militaires est-il possible demain? Non, pas en France. Le pays ne s'y prêterait pas, du reste. C'est rassurant? Je puis vous dire que c'est rassurant, de ma part, en tous les cas. En tous les cas, je puis dire une chose, que, en ce qui me concerne, ce n'est pas moi qui prendrai la tête d'un coup d'État. Que furent ces années de prison? C'est long, la prison, 76 mois. Mais surtout, le drame du prisonnier que j'ai été, je me rendais compte que j'étais devenu inutile en prison. Je ne pouvais aider personne. Et sur le plan familial, particulièrement, ma femme et ma fille ont beaucoup souffert de toute cette période. Et moi-même, je n'avais jamais été habitué à rester dans une cellule ou dans une cour de prison, enfermé pendant si longtemps. Vous n'avez pas craint de perdre votre famille pendant tout ce temps-là, ou du moins son estime? Alors là, non. Jamais. Ma femme et ma fille ont toujours été à mes côtés. Alors, c'est pour moi une très grande joie, je vous assure, parce qu'il y a un milieu familial chez moi qui, heureusement, mon frère aussi. Mon frère qui, dès que mon frère apprend que je suis arrêté, télégraphie tout de suite au procureur et demande à venir me voir. Il n'y a pas eu de problème, au contraire. Ma femme, qui malheureusement est grande invalide de guerre, peut à peine marcher, s'était installée à Tulle, dans une toute petite maison à Tulle, sur les hauteurs de Tulle, dans une espèce d'HLM. Et elle avait comme les gens qui étaient aux alentours, il y avait la femme d'un gendarme, il y avait la femme du monteur de l'électricité qui était communiste, et bien, toutes ces gens l'ont aidée constamment, parce que très souvent elle était seule en hiver, on lui montait son bois, on l'a toujours aidée. Il n'y a jamais eu, de la part de la population de Tulle, la moindre anicroche, au contraire. Beaucoup d'estime. Général Salan, cela ne vous étonnera pas, mais le téléphone sonne beaucoup, on appelle pour vous dire beaucoup de choses, et également pour vous faire réfléchir sur les crimes qui ont été commis par l'OAS. Les crimes commis par l'OAS, mais lorsqu'on déclare que l'OAS a tué beaucoup de monde, je peux vous dire que non, j'en ferai le décompte, parce que je l'ai petit à petit, je passe mon temps à l'heure actuelle à retrouver tous ceux qui tout de même se sont battus pour cette cause, qui pour beaucoup se trouvaient à l'étranger, sont rentrés, et je fais le point avec eux de ce qu'on peut nous reprocher comme crime. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez toujours dit, je prends la responsabilité de tout. Était-ce porter le poids des fautes ou des erreurs? J'ai pris la responsabilité de tout, parce que j'étais le chef, j'ai toujours été un chef de mon existence, depuis mon plus jeune temps de sous-lieutenant, j'ai toujours commandé un ensemble où j'étais le patron. C'est pour cela que j'ai pris la responsabilité. Aujourd'hui, vous savez quel tour ont pris les événements. Est-ce que vous avez de l'affection pour les Algériens, pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui ont pris l'indépendance et qui s'y sont libérés? Non, certainement pas avec ceux qui ont pris l'indépendance à l'heure actuelle. Nous aurions pu nous entendre avec une catégorie d'Algériens, certainement, qui pour beaucoup avaient été instruits par nos écoles, avaient travaillé à nos côtés. Mais l'équipe actuelle, ce n'est pas possible. Je lis une phrase, vous dites « Incontestablement, je pense que nous devions nous maintenir en Algérie. Nous en sommes partis. Aujourd'hui, ce sont les soviétiques qui s'y trouvent. » C'est exact. Les renseignements que j'ai encore des personnes qui viennent d'entrer d'Algérie qui m'ont dit « Mais mon général, à l'heure actuelle, c'est le Russe qui est à Merzel-Kébir. C'est le Russe qui est à Alger. Les médecins, pour beaucoup, sont bulgares. » Ce qui crée du reste des difficultés parce que je sais que les Algériens, l'Algérien de la rue, ne les aiment pas. Vous aviez la peur du communisme? Ou vous avez encore la peur? Pour moi, le communisme n'est pas instauré en France. Alors ça, je me battrai contre le communisme le jour où il faudra. Ça, je n'accepterai jamais un régime communiste en France. Vous êtes encore prêt à vous battre? Je suis indépendant, je tiens à ma liberté, je tiens à la liberté de ma famille, je tiens à ma liberté d'expression, je tiens à ma religion. Je ne veux pas être sous la botte, disons-le, sous la botte des moudjiks. Mais le Parti communiste existe en France. C'est exact, mais je ne l'attaque pas, vous m'en parlez, je vous dis ce que j'en pense. Vous dites encore, Raoul Salan, j'ai tenté l'aventure parce qu'il fallait faire comprendre que l'Algérie c'était la France et qu'il ne fallait pas l'abandonner. J'ai senti l'échec tout de suite. Et vous avez continué. Parce que vous étiez embarqué. Non pas parce que j'étais embarqué, et j'ai continué parce que j'ai pensé que nous arriverions tout de même à obtenir de la France un sursaut, un dernier sursaut, à lui faire comprendre que l'Algérie ne fallait pas l'abandonner complètement.
On peut dire que ces années de prison vous ont été profitables? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais déjà très calme avant, je le suis, je ne dirais pas davantage, mais ce calme m'a été profitable. Vous avez appris à lire en prison? J'ai beaucoup lu. Vous avez découvert des écrivains? Mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai très peu lu de romans, j'ai surtout lu des romans, tout ce qui était historique. Enfin, il y a la souffrance du prisonnier, quel que soit le prisonnier. La souffrance du prisonnier dans le fait qu'il est enfermé, qu'il ne peut pas aller à l'air libre, qu'il est obligé de rester dans sa cellule toute une nuit. Il est là. Et puis, comme je dis tout à l'heure, le fait d'être enfermé est quelque chose de déprimant pour un homme. Vous pensez aujourd'hui encore que les pieds noirs sont derrière vous? Ou avec vous? Les pieds noirs sont toujours restés avec nous. Les pieds noirs, tout de même, m'écrivent beaucoup. Ils se sont rendus compte que moi, le métropolitain, parce que je suis métropolitain, je n'étais pas né là-bas. Je n'étais pas, comme le général Jouot, de famille, c'est évident, d'ascendance algérienne. Ils m'ont beaucoup écrit en prison. Et alors, il y a quelque chose qui m'a touché beaucoup, c'est que les petits ont écrit. Je prends le cas, c'est un gars de roman qui vient de m'écrire, tenez, au sujet de ce livre, qui me dit, mon général, donnez-moi votre adresse, je vous enverrai une bonne poigne de romans parce que je la fabrique. Bon, voilà, ceci, j'ai la lettre, je peux vous le... Vous avez été longtemps l'ex-général Salan. Vous en avez souffert? Mais je suis toujours l'ex-général Salan. Je voulais que vous le disiez vous-même. La loi d'amnistie ne nous a pas rendu nos grades. Mais il y a ceci quand même qui est assez curieux. C'est que je suis Monsieur Raoul Salan, médaillé militaire parce que j'ai commandé en chef et grand croix de la Légion d'honneur. Je prends un cas qui est peut-être un peu curieux. Si demain j'arrive à disparaître, le gouvernement est obligé de faire transporter mon cercueil sur une prolonge d'artillerie avec drapeau, colonel, bataillon et musique. Ça, c'est la vérité. Parce que je suis grand croix de la Légion d'honneur et médaillé militaire comme commandant en chef. Alors, tout ça est un peu aberrant. On nous rend nos décorations. Bon, pour ceux qui les avaient eu au feu, ce qui est mon cas, parce que j'ai eu toutes mes décorations. Je commence à être chevalier de la Légion d'honneur, au feu, officier, commandeur, grand officier, grand croix. Non, pas de problème. Donc tout m'a été rendu tout de suite. Et ma médaille militaire, à laquelle je tiens par-dessus tout, parce que c'est la récompense suprême pour un général commandant en chef. Je l'ai eu en activité, cette médaille militaire. J'y tiens beaucoup. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'en vouliez pas aux Français, mais vous en voulez sans doute à la France. Non, alors non. Et la France peut peut-être vous en vouloir. Oh, alors que la France m'en veuille, je le comprends mal. J'ai essayé de servir mon pays. Avec l'OAS. Oui, j'ai essayé de servir mon pays. L'OAS, non, pourquoi toujours revenir là-dessus? L'OAS, c'est fini maintenant. Nous avons passé un moment où nous avons cru pouvoir maintenir l'Algérie dans la France. De ce qui a été? À l'heure actuelle, libéré complètement, non. Je maintiens tout de même ce que nous avons fait. Je ne le renie pas. Dans la position dans laquelle nous nous trouvions, il n'y avait pas d'autre solution. Raoul Salan, vous n'avez pas été fusillé, mais en prison, à un certain moment, est-ce que vous avez eu envie de mourir? Non, jamais. Jamais, même, je me suis toujours battu. Moi, j'ai tellement vu la mort à mes côtés. Puis, je suis chrétien, que beaucoup de gens ont semblé ignorer. Enfin, je suis catholique, j'ai été baptisé, enfin, j'ai fait ma première communion, enfin, comme la plupart d'entre nous. Je vais à la messe, je communie, il n'y a aucune raison, je ne souhaitais pas la mort. J'avais le sentiment très net qu'il y aurait une justice immanente. Écoutez, le jour où je ne suis pas condamné à mort par ce tribunal, je me suis dit, il y a un bon Dieu. Et j'y crois ferme maintenant, croyez-moi, parce que c'était, je vous assure, quand je voyais la tête des juges, je me disais, tout à l'heure, à 11h30, quel va être le verdict. Et quand je suis rentré dans la salle du verdict, je m'attendais à un verdict positif, ce que j'appelle positif, alors qu'on m'a acquitté. Si vous aviez été au pouvoir et qu'un général fasse un coup d'État, est-ce que vous l'auriez fait fusiller? Non. Non. J'aurais condamné à la détention perpétuelle. Entre l'Indochine et l'Algérie, vous choisissez? L'Indochine m'avait séduit incontestablement. Je dois vous le dire. J'aime l'Indochine, j'ai beaucoup aimé l'Indochine. L'Indochine, c'est toute ma jeunesse. L'Indochine, j'y arrive, j'ai 24 ans. Je la quitte en 1954, j'ai 55 ans. Ça a été pour moi la plus belle période de mon existence de chef et d'homme. L'Algérie, je l'ai apprise en y revenant en 1956, lorsqu'on m'a donné le commandement. C'était très différent, voyez-vous, pour moi.
Alors que l'Indochine, c'est toute ma jeunesse. On écrit souvent « Salan n'est jamais revenu d'Asie ». C'est vrai, je pense beaucoup et je suis heureux chaque fois que je rencontre des Vietnamiens. Je suis tout à fait d'accord. J'assure, c'est un pays prenant, c'est un pays où nous avons tous mené une existence très agréable. Il y a eu certes des moments difficiles, on s'est beaucoup battu. Mais c'était ce que j'appelle une guerre nette. Et c'est là où je rends hommage au Viet Minh, qui est un grand adversaire. Je le dis dans ce livre. À mon sens, l'infanterie Viet Minh est la meilleure du monde à l'heure actuelle. Nous pouvions comparer. Moi, j'avais fait tout de même, j'ai assisté à la fin de la guerre 18, j'ai vu le soldat allemand. J'ai revu le soldat allemand en 40 et en 45. Je dis, le Viet Minh est un adversaire d'une très grande qualité. Et Giap est certainement un très grand général. Maintenant, Giap, à l'heure actuelle, a commencé à vieillir. Il a voulu se lancer dans des affrontements contre Khe Sanh, Dak To, contre tous ces ensembles, qui étaient supérieurement défendus par les Américains, avec une aviation qui vous déversait à longueur de minute des tonnes de bombes. Il s'est fait casser les reins. Là. Il est certain, voyez-vous, que Giap, dans les affaires du Tet 1968 et ses affaires de Dak To et de Khe Sanh, a perdu la bonne moitié de son potentiel. Jusqu'à quel âge un général est-il un bon général? Moi, je pense qu'un général intérêt se retire assez tôt, à partir de 60 ans. Vous savez, 60 ans, c'est déjà une bonne époque, surtout lorsqu'on a toujours travaillé, lorsqu'on a toujours fait la guerre, parce qu'il y a quand même des fatigues, ou lorsqu'on a été blessé comme moi, c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Est-ce que c'est un métier de toujours faire la guerre, de passer sa vie à la faire? Non, mais lorsqu'on choisit cette carrière, on l'a choisie sur un plan également national, parce qu'on se dit, si je choisis cette carrière, c'est parce que je défendrai mon pays. Je puis vous dire une chose, c'est que je souhaiterais que cette guerre se termine à l'heure actuelle là-bas, parce que ça devient impossible des deux côtés. Le Nord est fatigué. On ne veut pas toujours l'admettre. Ça dure tout de même depuis plus de 25 ans, cette affaire. Il a eu de très grosses pertes. Il a eu surtout, sur un plan économique, tout un ensemble de routes, de ponts cassés. Le pont d'Oumer est cassé. Ce pays, à l'heure actuelle, ne peut plus vivre. Il vit constamment dans la guerre. Le Sud a eu des pertes, mais moins que le Nord. Le Sud, petit à petit, s'est repris. Je pense que, à l'heure actuelle, Genève, le 22 juillet, a décidé d'une ligne. Il n'y a qu'à s'en tenir là, chacun chez soi. J'insiste là-dessus, c'est ce que je ne cesserai de dire, et que cette guerre se termine. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Vous penchez du côté du Sud, de toute manière, parce que vous voulez fuir le communisme. Ni Sud, j'aime bien le Sud, mais le Nord, je reconnais la valeur du Nord. Je pense que le Nord vivra chez lui, et doit vivre chez lui, il peut y vivre, et que le Sud doit vivre dans le Sud, et peut y vivre aussi. Et que petit à petit, plus tard, parce que tout de même, ils sont frères de langue, les uns et les autres, bien qu'il y ait des différences somatiques, il y a même des différences tout de même assez sensibles. Et que vous avez un vieux proverbe qui vous dit ceci, un proverbe du Sud, nous sommes frères de langue, certes, mais nous avons chacun notre marmite. Et vous avez également ce vieux proverbe que je voudrais bien que les Vietnamiens méditent, qui est un vieux proverbe, alors, qui est réellement vietnamien, hein. À force d'aiguiser l'acier, on finit par obtenir une aiguille. C'est ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Ils vont vers réellement une économie complètement perdue. Il y a tout de même une belle hypocrisie du monde, car on se bat là-bas et on écrit beaucoup ailleurs. Oui, mais l'hypocrisie du monde, elle est générale. Vous l'avez vu sur le Biafra, vous l'avez maintenant sur le Pakistan que je connais bien. Il est navrant de voir que... Vous parliez de la guerre tout à l'heure, ces guerres devraient se terminer. Nous sommes à un siècle où la guerre n'est plus de mise. Il y a tellement à l'heure actuelle à faire du point de vue industriel, du point de vue de l'économie, du point de vue de la culture, que je souhaite que les hommes n'arrivent à plus se battre. Enfin, il y a au Vietnam des hommes de 31 ans qui n'ont jamais connu la paix. Voilà. Oui, exactement. C'est bien ce qui est pénible pour eux, aussi bien nord que sud. Mais lorsque vous avez pris le commandement en Indochine, vous, général Salan, est-ce que vous sentiez que la partie était déjà perdue? Non. Ah non. Non, nous avons... Et quand je quitte l'Indochine, la première fois, le 28 mai 1953, je laisse une situation qui est bonne. J'ai eu de très gros ennuis sur le nord-ouest. La région Luang Prabang a été menacée, Siang Quang l'a été, j'ai réussi à tout colmater.
Et le Viet Minh a dû arrêter son offensive. Il a laissé du reste de très grosses plumes, des dégâts. Et il y a surtout eu l'affaire de Nassan, qui s'est terminée le 2 décembre par une attaque massive, où réellement ces hommes étaient d'un courage extraordinaire, au coude à coude, fusil mitrailleur au coude à coude. On a compté à un moment donné au moins une trentaine de fusils mitrailleurs au coude à coude, ces hommes qui se précipitaient sur nos défenses, et qui se faisaient hacher par leur tir des mitrailleurs, et qui recommençaient. Certains même étaient arrivés à franchir l'horizon, on les retrouvait de l'autre côté avec leur bangalore à la main. Il y a eu un rush, une frénésie d'attaques de la part du Viet Minh qui est peu commune du reste. Et chez nous, chez nos hommes, chez nos combattants, ça les avait marqués énormément. Ils reconnaissaient le Viet Minh comme un adversaire sérieux. Raoul Salan, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien employé votre vie? Certainement, j'ai bien employé ma vie. Et je suis maintenant heureux de pouvoir l'écrire et d'être lu, parce que je sais que j'ai été lu en ce qui concerne le premier volume. Je souhaite que le second ait le même succès que le premier. Bon, il y a eu l'Indochine, il y a eu l'Algérie, mais il y a tout ce monde qui est en mouvement. Est-ce que vous êtes de ce côté-là assez pessimiste? Le chef que vous avez été, comment voit-il les choses? Pessimiste, non. Non, parce qu'il y a tout de même une certaine intelligence dans le monde. Et puis vous avez tout un milieu de jeunes qui montent, qui arrivent. On a souvent critiqué les jeunes. Moi, je ne les critique pas, les cheveux hippies ou autres, ou certains excès. On peut les ramener. La jeunesse est toujours féconde, la jeunesse est toujours généreuse. Il n'y a aucune raison que ces garçons ne se comportent pas comme nous nous sommes comportés en bon français, d'une façon différente. Je sais bien, puisque moi j'ai maintenant 72 ans. Lorsqu'on en a 22 maintenant ou 23, on n'a pas les mêmes idées que nous. Ah, cette jeunesse, vous l'aimez beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Vous pensez déjà à la récupérer tout de même? Non. Moi, maintenant, je vous dis, j'écris. Vous pouvez être tranquille. Alors là, alors si vous voyez en moi un chef de pronunciamento, alors je vous dis non. Moi, je suis avant tout un militaire né. J'ai été dressé par les hommes de 14-18. Ils ont fait ma carrière ensemble parce qu'ils m'ont aidé. Je me suis toujours intéressé à la chose militaire. J'ai eu cette chance d'avoir chaque fois, aussi bien en Indochine comme jeune officier, des fonctions civiles, des fonctions politiques. Ces fonctions m'ont mise au contact d'une population. J'ai toujours été très près de la population. Je l'ai aidé, j'ai fait des écoles, j'ai fait des marchés, j'ai aidé à des mariages. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses pour aider ces populations. Et quand je vois tout ce monde que nous avions ramené pour les élections et pour le référendum, je vous assure, ça faisait plaisir à voir. Il y a des photos qui sont uniques là-dessus. Raoul Salan, toute votre vie, vous avez obéi. Puis une fois, vous avez désobéi. Et ça ne vous a pas porté chance. Oui, mais j'ai désobéi parce que ceci était la suite logique de mon comportement. J'étais arrivé pour la première fois en Indochine le 19 avril 1924. Je me suis rendu tout de suite avec les camarades au bord du petit lac. Ce petit lac d'Hanoï, entouré de flamboyants, qui faisait une espèce de grandet, vous savez, de velours rouge autour du lac, autour des eaux. Et sur les bords du lac, des tas de jeunes filles étaient là, au milieu des fleurs. Cette image m'était restée. Nous avions ramené la paix dans ce pays. Et lorsque je l'ai quitté en 1954, je partais navré de ce que je sentais qu'elle est arrivée, puisque là c'était fini quand je pars en 1954. Alors moi qui tout de même avais vu cette belle ville d'Hanoï, avril 1924, je la retrouve 30 ans après. Je viens de fermer les cimetières. Je vais aller fermer les cimetières sur les extérieurs où étaient malheureusement enterrés tous ces pauvres garçons qui étaient morts à l'hôpital Maillot. Je vais aller après refermer la porte du cimetière qui s'appelait le cimetière de la Conquête, à côté du Grand Lac. Et quand j'ai repris, j'ai vu le maire d'Hanoï avant de partir qui me dit « Mon général, qu'est-ce que nous allons devenir sans vous ?» Le Viet Minh rentrait dans Hanoï 7 jours après, le 9 octobre. La messe a été dite à l'église des martyrs par le révérend père Simonet. Quand je prends l'avion le soir, j'ai vu toutes ces populations aussi qui, le long des routes, allaient vers les ports, vers Haïphong, de façon à s'embarquer pour gagner le sud, parce qu'elles étaient catholiques ou c'était des partisans qui nous avaient aidés. Quand j'ai vu tout cet exode, c'était effrayant pour moi, je me suis dit, jamais plus tu n'accepteras de revoir cela, et c'est pour ça que je me suis insurgé en Algérie. Admettons que vous reveniez en Indochine, que vous reveniez en Algérie. Comment y seriez-vous accueilli? En Indochine, bien. Même sans doute par le Viet Minh, il n'y a aucune raison. Bon. Vous seriez reçu par le général Giap, sans aucun doute. Je serais content de le revoir et de discuter en face à face, parce que nous avons quand même des choses à nous dire avec Giap.
S'il m'a battu une ou deux fois, encore pas toujours. Moi, je l'ai battu souvent. Je l'ai battu à Nialo. Une fois, je l'ai battu à Nassan après. Bon, il vous aurait battu à Dien Bien Phu. J'y étais pas. C'est pas moi qui commence. Il vous aurait battu. Alors, j'y serais pas allé à Dien Bien Phu. Je le dis, Dien Bien Phu, moi, j'en suis mis à la porte le 30 novembre 1952. Je n'avais pas les moyens d'y revenir. L'intérêt, voyez-vous, de Dien Bien Phu, c'était tout un ensemble. C'était Nassan, Laïcho, Dien Bien Phu. Les trois pôles qui se complétaient, qui pouvaient se rejoindre parce qu'il y avait tout de même de bonnes pistes. Et Nassan offrait cet avantage d'avoir une très belle piste du point de vue aviation et qui était à peine à 25 minutes d'Hanoï. C'est ce qui explique qu'à Nassan, on a tenu. Or, on pouvait très bien, s'aidant de Nassan, aider Dien Bien Phu et Laïcho. Mais du moment que l'on part de Nassan en août, si j'ai bonne mémoire, en août 1953, qu'on abandonne Laïcho en décembre 1953, je vois pas pourquoi on est allé à Dien Bien Phu. Je connaissais bien la cuvette Dien Bien Phu, mais j'y suis allé comme jeune officier à Dien Bien Phu. C'est une grossière erreur. Faite par des généraux. C'est une erreur d'appréciation. Faite par des généraux. Une erreur d'appréciation quant aux moyens, parce que j'ai tenu à Nassan. Nassan était une cuvette courte, qui faisait quoi, 1 kilomètre sur 5, et dominée. Et moi, j'étais au-dessus. Donc personne ne peut tirer sur le terrain d'aviation. Mes avions atterrissaient, jamais aucun n'a été touché. La seule fois où nous avons perdu un point d'appui, on l'a repris tout de suite avec les parades. C'était remarquable, ça, comme affaire. C'est Gilles Perrault qui avait fait les photos, il était extraordinaire. À Dien Bien Phu, c'était très différent. Le terrain d'aviation était au milieu d'une très grande plaine, une ancienne cité lacustre. Il aurait fallu 10 fois les effectifs que j'avais à Nassan pour tenir la cuvette. On ne les avait pas, à mon sens. Vous pensez que l'Indochine, l'Algérie pourraient encore être de vrais amis de la France? Ah oui, je le souhaite. Je le souhaite. Avec un grand A. Je le souhaite parce que, prenez notre jeunesse à l'heure actuelle. Nous, à l'époque, nous pouvions tout de même aller à la colonie, c'est ce qu'on appelait à l'extérieur, même l'Algérie. Des tas de jeunes, ils sont partis, ils ont fait tout de même, ils ont eu des situations intéressantes, quoi. Il y avait un débouché. Alors, à l'heure actuelle, vous ne l'avez plus, nous sommes là dans notre hexagone, quoi. Est-ce qu'il y a encore place pour l'aventure en 1971? Oui, mais alors, ça n'est plus la même chose. Ah non. Non, ne pensez pas à ce qui a pu se produire antérieurement, c'est pas possible. Non. Vous parlez des jeunes, Général Salan. Il y en a qui sont d'ordre nouveau, il y en a d'autres qui sont gauchistes. Oui. Du côté desquels penchez-vous? Je ne m'occupe pas de ces qualifications de jeunes, n'est-ce pas? Je vous dis qu'il y a une jeunesse, cette jeunesse, j'y crois. Il n'y a aucune raison que petit à petit, d'autres pays n'en profitent pas. Vous êtes sectaire? Non, alors là, non, je n'ai jamais été. Pourtant, tout à l'heure, vous avez attaqué durement les communistes. Est-ce que vous pourriez avoir pour ami un communiste? Oui, j'attaque le communiste en tant que parti, en tant que système qui veut inféoder la France à une idée qui n'est pas la mienne. Mais j'ai eu des... Michel Bruguier, l'avocat du Parti communiste, l'avocat du procès Ben Bella, était mon officier de presse à la 14e dit. J'ai eu Fabien avec moi. Je m'entendais parfaitement avec Fabien, nous étions copains, nous étions amis, nous étions avec Fabien. Nous allons prendre une deuxième pause musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vivaldi, je crois. Vivaldi, c'est ça. Encore un souvenir de prison? Oui, encore un souvenir de prison. C'est ma fille qui m'a donné le disque, ça, Vivaldi.
Général Raoul Salan, est-ce que vous étiez aimé de vos troupes? Je dis oui. D'aucuns ont dit le contraire, je voudrais bien qu'ils me le prouvent, parce qu'étant donné toutes les lettres que j'ai reçues, et on n'assure pas les commandements que j'ai assurés, depuis la section, la compagnie, etc., jusqu'au point où je suis arrivé, en obtenant les distinctions que j'ai obtenues, si les hommes ne m'avaient pas aimé. Parce qu'on se bat mal avec un chef qu'on n'aime pas. Et là, j'en profite, puisque vous avez vu la gentillesse de me convier, pour dire à ce micro combien je dois à tous ceux qui se sont battus sous mes ordres, combien je regrette nos morts, combien je pleure nos morts, mais je dis à tous ceux qui sont encore là, qui vivent encore, que je leur dois tout mon passé, et que c'est à eux que je suis redevable de ce que je suis, c'est-à-dire le général d'armée Raoul Salan, ancien commandant en chef et délégué général des forces en Algérie. Est-ce que vous regrettez également les morts, ceux qui ont été tués par l'OS? Les morts de l'OS, comme j'ai dit tout à l'heure, je déplore les morts. Je les déplore. Mais nous nous trouvions dans une bataille telle qu'il y a eu des morts des deux côtés. Il y en a eu beaucoup chez nous. Maintenant, je reviens tout à l'heure sur le Parti communiste, puisque vous m'aviez demandé. Je dis bien que je ne suis pas sectaire et je le maintiens. Je n'ai à l'égard des communistes aucune haine, aucune hargne, non. Simplement, je n'accepte pas leur idéologie. On me tend une dépêche, la bataille d'Alger projetée à Paris, et déjà on menace. Qu'est-ce que vous en pensez? La bataille d'Alger projetée à Paris, je vois mal la chose, parce que d'après ce que j'en sais, je n'ai pas vu le fil, d'après ce que je sais, la bataille d'Alger est très discutée. Ce sont les rapatriés qui s'insurgent. Alors les rapatriés ont raison, parce que, dites-vous bien une chose, lorsqu'on a vu ce que j'ai vu, lorsqu'on a vu le Pourtant vous êtes ennemi de toute censure. Oui, mais là, ça touche, c'est trop près. Et ça touche des gens qui ont tellement souffert. Il faut avoir vu, vous savez, le camp des Larmes d'Alger qui éclate. Il faut avoir vu ces femmes et ces enfants complètement amputés. Il faut être allé au petit casino pour la Pentecôte et avoir vu encore des morceaux de pieds qui étaient dans des chaussures de jeunes filles qui étaient allées danser pour comprendre que tout de même, non, c'est pas possible. Général Raoul Salan, il ne nous reste plus que 2 minutes. Je voudrais savoir tout de même, et vous allez me répondre en très peu de temps, quelles étaient vos relations avec le général de Gaulle à l'époque du référendum, en 58. À l'époque du référendum, mes relations étaient excellentes. Le général de Gaulle me recevait à Paris au moins une fois par mois, dans des conditions toujours très amicales, je dirais. Il m'amenait avec lui pour aller au conseil où j'assistais. Lorsqu'il venait à Alger, j'étais à ses côtés. Nos relations étaient parfaites. Et lorsque nous parlions, l'Algérie devait demeurer dans la France. C'est ce qui fait que je n'ai pas compris par la suite, moi. Et alors je me suis insurgé. Est-ce que vous pensez qu'une cohabitation fraternelle des Algériens et des Français était encore possible au dernier moment? Elle était surtout possible au moment du référendum. Elle était possible avant ce qui s'est produit. Avant la fin. Pourquoi a-t-on dit de vous que vous étiez un général politique? Je n'ai jamais fait de politique et je n'ai jamais compris. C'est politiquement que vous avez dirigé votre vie. Oui, car militairement, moi j'ai jamais été... Le coup d'État n'était pas seulement un coup d'État militaire. On peut dire que j'étais général politique par le fait que j'ai assumé des fonctions politiques, c'est exact. Je les ai assumées étant déjà jeune lieutenant, jeune capitaine. Comme jeune lieutenant, je suis chef d'une province dans l'Haut-Mékong, ce qui est une fonction civile essentiellement. Je suis seul militaire là-dedans. Et par la suite, je suis délégué général du gouvernement pour l'Algérie, ce qui est une situation, une fonction politique. C'est exact, j'ai assumé des rôles politiques. Mais sur le plan politique, sur le plan des partis, je n'appartiens à aucun parti. Général Raoul Salan, après votre amnistie, avez-vous eu envie de vous réconcilier avec le général de Gaulle? Certainement pas. Ça n'est pas possible pour moi. Mais vous ne voulez pas en dire du mal? Non, je ne dis rien. Merci, Raoul Salan. Merci.